Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystère et Savoir. Imagine un monde enfoui dans les sables du temps. Un monde où les frontières entre l'homme et l'animal n'étaient donc pas encore tracées. Un monde où l'intelligence naissante s'éveillait dans des forêts primordiales sous des cieux lourds de secrets. Et au cœur de ce monde, une énigme qui traverse les âges. Si l'homme descend du singe, pourquoi y a-t-il encore des singes? Tu as déjà entendu cette question. Peut-être l'as-tu posée toi-même. Elle semble simple, presque naïve. Mais lorsqu'on l'examine de près, elle ouvre une brèche vertigineuse dans nos certitudes. Et si l'évolution n'était pas ce que l'on croit? Et si Darwin avait semé des graines, mais que personne n'avait osé aller jusqu'au bout du raisonnement? Et si la vraie histoire de l'homme était bien plus ancienne, étrange et inconfortable que tout ce qu'on nous a appris? Dans cette série exclusive, nous allons plonger au plus profond de l'évolution, explorer les zones d'ombre de la théorie, voyager à travers les mythes anciens, les sciences modernes, les anomalies archéologiques, les pistes interdites et les vérités que certains préfèrent taire. Tu crois connaître tes origines? Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui explore les mystères du monde avec passion, avec rigueur et surtout, avec l'esprit ouvert. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like si tu veux que cette série continue à grandir. Et maintenant, place au mystère. Le singe nous ressemble. C'est un fait troublant, que personne ne peut nier. Ses yeux, sa gestuelle, sa capacité à résoudre des problèmes simples, à faire preuve d'émotion, de tendresse, parfois même de ruse. Il est notre miroir primitif. Et pourtant, une question lancinante plane dans l'air, comme une énigme inachevée. Si l'homme descend du singe, pourquoi les singes existent-ils encore? Elle paraît simple, presque enfantine. Mais dans sa simplicité se cache une faille profonde, une incompréhension du vivant, ou peut-être un mensonge collectif sur l'histoire de notre origine. Et si le problème n'était pas dans la question, mais dans tout ce qu'on ne nous a pas dit sur la théorie de l'évolution? Quand Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, il ne prétend pas résoudre tous les mystères du vivant. Il propose une idée révolutionnaire qui brise l'ordre établi. Les espèces évoluent, lentement, sous l'effet de la sélection naturelle. Un concept simple, presque élégant, et pourtant dévastateur pour les dogmes de l'époque. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Darwin ne dit jamais que l'homme descend du singe. Oui, tu as bien lu. Dans son œuvre, il évoque une parenté, une ascendance commune. Mais il ne dit jamais que nous descendons directement des singes actuels. C'est une déformation, une simplification, une version mal digérée de ses idées, devenue un raccourci populaire, voire une caricature. Et ce raccourci est la source du malentendu. Car si l'homme descendait du singe, comme d'un ancêtre vivant encore aujourd'hui, alors effectivement, il serait légitime de se demander pourquoi ces singes sont encore là si nous avons évolué. Mais voilà le premier grand mystère. Nous ne descendons pas du singe tel qu'il existe aujourd'hui. Nous partageons avec lui un ancêtre commun, disparu depuis des millions d'années. Cet ancêtre commun, qui vivait il y a environ 6 à 8 millions d'années, n'est ni un homme, ni un chimpanzé, ni un gorille. C'est une forme intermédiaire, aujourd'hui perdue dans le passé. Un être oublié, dont nous n'avons que des traces fossiles fragmentées, des éclats d'os, des hypothèses. Et pourtant, c'est de cet être-là que sont issues deux branches différentes. L'une qui mènera, au fil des millénaires, à l'homme moderne. L'autre qui donnera naissance aux singes actuels, chimpanzés, bonobos, etc. Nous ne sommes donc pas leurs descendants, mais leurs cousins évolutifs. Mais cela soulève une autre question, encore plus troublante. Si deux branches ont émergé d'un même tronc, pourquoi ont-elles évolué si différemment? Pourquoi eux sont-ils restés proches de cet état ancestral, tandis que nous avons construit des civilisations, maîtrisé le feu, inventé la bombe atomique et envoyé des hommes sur la Lune? Et surtout, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Pour beaucoup de scientifiques, l'évolution humaine est liée à une série de hasards environnementaux, changements climatiques,
Disparition des forêts tropicales, adaptation à la savane. Nécessité de se tenir debout, d'utiliser les mains. Pression sociale et développement du langage. Mais si l'évolution est aléatoire, comment expliquer la rapidité fulgurante de notre transformation? En quelques millions d'années, nous sommes passés de primates arboricoles à des êtres capables de modifier leur propre génome. Une anomalie, même dans l'échelle de la vie. Et certains chercheurs osent poser la question: l'évolution humaine est-elle vraiment naturelle? Ou a-t-elle été influencée par une force extérieure? Une intelligence? Un choc biologique? Un événement invisible inscrit dans notre ADN? Les spéculations sont nombreuses, et certaines frôlent la science-fiction. Mais elles émergent toutes du même constat. Quelque chose ne colle pas. Un autre mythe persistant? Les singes actuels n'auraient pas évolué, comme si le temps s'était figé pour eux. C'est faux. Les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans ont tous suivi leur propre chemin évolutif. Ils ne sont pas restés les mêmes, ils sont autres, tout simplement. Leur évolution ne les a pas poussés vers la technologie ou le langage articulé, mais vers des spécialisations adaptées à leur environnement. Et c'est là une vérité essentielle. L'évolution ne vise pas le progrès. Elle vise l'adaptation. L'homme n'est pas l'objectif final. Il n'est pas le sommet. Il est juste une forme parmi d'autres, adaptée à un certain mode de vie. Mais alors, pourquoi sommes-nous les seuls à dominer la planète? Pourquoi nous et pas eux? Certaines études génétiques ont mis en lumière des faits dérangeants. Le cerveau humain s'est développé à une vitesse inexplicable par les seules lois darwiniennes. Des gènes clés, comme FOXP2, liés au langage, sont apparus brutalement, sans transition claire. La divergence entre l'homme et le singe semble avoir été plus rapide et plus ciblée que prévu. Des voix s'élèvent alors, dans les marges de la science officielle. Des chercheurs, des anthropologues, des philosophes osent poser la question. Et si notre évolution avait été guidée? Par qui? Par quoi? Des entités biologiques inconnues? Une sélection artificielle? Des contacts préhistoriques avec une forme de conscience supérieure? Ou quelque chose de plus mystérieux encore, l'évolution de la conscience elle-même? Ce questionnement n'est pas nouveau. Depuis l'aube des civilisations, toutes les cultures ont tenté de répondre à cette question. D'où venons-nous? Et dans presque toutes les traditions, l'origine de l'homme est liée à un acte extérieur. Chez les Sumériens, les dieux Anunnaki auraient fabriqué l'homme. Chez les Grecs, Prométhée donne le feu de la connaissance à l'homme. Dans la Genèse, Dieu façonne l'homme à partir de la poussière. En Afrique, des esprits anciens ont façonné les premiers hommes. Et si ces mythes contenaient une part de vérité? Non pas une vérité littérale, mais symbolique, généalogique, génétique? Alors peut-être faut-il retourner la question et la poser autrement. Ce n'est pas « pourquoi les singes sont-ils encore là ?» mais plutôt « pourquoi sommes-nous devenus autre chose? Pourquoi nous et pas eux? Qu'est-ce qui nous a appelés à sortir de la forêt? Et peut-être qu'au fond, nous n'avons pas quitté le singe. Nous l'avons simplement oublié. Il est toujours là, en nous, dans nos gestes, nos instincts, nos colères, dans notre mémoire profonde. Et c'est ce que nous allons continuer à explorer. Les frères perdus, quand l'homme n'était pas seul sur Terre. Nous découvrirons les autres espèces humaines disparues. Néandertal, Denisova, Homo erectus, et peut-être d'autres encore plus énigmatiques. Pourquoi ont-ils tous disparu? Et surtout, pourquoi nous avons-nous survécu? Pendant des siècles, on a cru qu'il n'y avait qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Voici ce que nous savons aujourd'hui grâce à l'archéologie et la génétique. Homo neanderthalensis, Néandertal. Robuste, intelligent, capable d'art. Homo denisova, découvert récemment en Sibérie, porteur de gènes encore présents chez certains humains actuels. Homo erectus, l'un des plus anciens explorateurs du monde, il a vécu plus d'1 million d'années. Homo floresiensis, surnommé le Hobbit, découvert sur l'île de Flores, en Indonésie. Homo luzonensis, Homo naledi, et peut-être d'autres encore non identifiés.
Pendant des dizaines de milliers d'années, la Terre a été habitée par plusieurs types d'humains à la fois. Pas une seule espèce. Une famille, un arbre, un labyrinthe. Oui, ils ont cohabité. Il ne s'agit pas d'une spéculation. Nous avons des preuves ADN irréfutables. Jusqu'à 2% de l'ADN des Européens actuels vient de Néandertal. Jusqu'à 6% de l'ADN de certaines populations d'Océanie vient de Denisova. Des hybrides ont existé. Des enfants nés de mères sapiens et de pères néandertaliens, ou l'inverse. Nous avons littéralement du sang d'autres espèces humaines en nous. Mais si nous avons partagé la terre, les outils, les grottes, voire l'amour, pourquoi sommes-nous les seuls à avoir survécu? Et là commence le vrai mystère. Les espèces humaines ont disparu rapidement, parfois en quelques milliers d'années après l'arrivée de Homo sapiens dans leur territoire. Néandertal? Éteint en moins de 10 000 ans après notre arrivée en Europe. Denisovien? Même scénario. Homo floresiensis? Disparu peu après l'arrivée d'Homo sapiens en Indonésie. Alors, posons la question sans détour. Les avons-nous exterminés? Certains archéologues parlent de compétition pour les ressources. D'autres évoquent des épidémies introduites par Sapiens. D'autres encore suggèrent une domination culturelle et technologique écrasante. Mais une hypothèse plus sombre émerge. Le génocide préhistorique. Et si l'ascension d'Homo sapiens s'était faite par l'élimination systématique des autres formes humaines? Cela expliquerait leur disparition brutale et le silence de leur mémoire. Mais ce serait aussi le reflet d'un instinct de suprématie, ancré dès notre origine. Alors pourquoi nous avons-nous survécu? Des pistes émergent, le langage complexe, notre capacité à communiquer, à organiser des groupes nombreux. La pensée abstraite, symboles, rituels, art rupestre. La coopération massive. Nous pouvions créer des sociétés structurées. L'adaptabilité. Des déserts aux pôles. Nous avons su tout conquérir. Mais cela pose une autre question. Pourquoi les autres ne l'ont-ils pas fait? Néandertal avait un cerveau aussi gros, voire plus. Il enterrait ses morts. Il utilisait le feu. Il créait des outils. Alors quoi? Qu'est-ce qui nous a donné l'avantage décisif? Et si ce n'était pas seulement biologique, mais culturel, mental, spirituel? Et si l'homme moderne avait reçu quelque chose d'extérieur? Un saut évolutif? Un choc de conscience? Parfois, des découvertes troublent la science officielle. Des peintures rupestres antérieures à Sapiens, mais d'une finesse étonnante. Des outils complexes retrouvés dans des couches archéologiques associées à Néandertal. Des sépultures sophistiquées, avec des bijoux, des pigments, des symboles. Et puis, il y a ces artefacts hors du temps. Ce que certains appellent des Oupart, qui semblent appartenir à des espèces humaines inconnues, ou bien à des civilisations oubliées avant la nôtre. Et si une autre humanité, non sapiens, avait été avancée technologiquement? Et si elle avait été effacée de l'histoire, volontairement ou non? L'idée qu'il n'y ait qu'un seul homme, supérieur, conquérant, est une vision récente. Une construction idéologique héritée du colonialisme, du scientisme du XIXe siècle et d'une volonté de domination. Mais les faits sont là. L'homme n'a jamais été seul. Il est le dernier représentant d'une famille nombreuse, brillante, tragique. Et aujourd'hui, nous vivons avec leurs gènes, leurs souvenirs fossilisés, leurs gestes enfouis dans nos instincts. Ils ne sont pas morts. Ils vivent en nous. Dans certaines forêts profondes, sur des îles isolées, des légendes parlent de créatures humanoïdes, sauvages, fuyantes. On les appelle Yeti, Bigfoot, Orang Pendek. La science les rejette. Mais les témoignages sont là, par centaines. Et si une espèce humaine non identifiée avait survécu, en marge? Et si nous n'étions toujours pas seuls? Il y a eu un moment, un instant dans le lointain passé, imperceptible, oublié, où quelque chose s'est éveillé dans le cerveau d'un être autrefois animal. Un feu, une étincelle, un vertige. Et ce moment-là a changé le cours de l'histoire. L'homme s'est alors dressé, non pas seulement sur ses jambes, mais dans sa pensée. Et ce moment d'éveil est le plus grand mystère de tous.
Tous les animaux pensent, ressentent, communiquent. Mais aucun ne fait ce que nous faisons. Se projeter dans l'avenir. Se souvenir du passé avec émotion. Inventer des symboles. Imaginer des dieux. Écrire des poèmes. Créer des civilisations. Redouter sa propre fin. C'est là que réside le gouffre entre l'homme et les autres espèces. Et pourtant, génétiquement, nous sommes si proches du chimpanzé. Alors où est la frontière? Et surtout, quand a-t-elle été franchie? Il y a 200 000 ans, Homo sapiens émergeait en Afrique. Et puis, brusquement, vers 70 000 ans avant notre ère, un événement inexpliqué survient, ce que les chercheurs appellent la révolution cognitive. Les premières sépultures apparaissent. Les premiers objets symboliques. L'art rupestre, les instruments de musique, les colliers, la pensée abstraite, la planification, l'organisation tribale. Mais rien ne l'explique. Aucune mutation claire, aucun changement brutal de climat, aucun gène identifié comme responsable. Alors certains scientifiques parlent d'émergence spontanée. D'autres osent des théories plus risquées. Intervention extérieure, contact, mutation provoquée. Réseau de conscience, une sorte de champ mental collectif. Éveil neurologique, lié à des substances psychotropes naturelles. Des hypothèses, des fragments, mais aucun consensus. Une piste fascinante. Les états modifiés de conscience. Plusieurs anthropologues ont proposé que le développement de la conscience ait été accéléré par l'usage de plantes hallucinogènes, notamment chez les premiers Homo sapiens. Des peuples comme les aborigènes, les chamans amazoniens ou les peuples sibériens utilisent encore aujourd'hui ces techniques pour communiquer avec l'invisible. Et si nos ancêtres avaient eux aussi ouvert des portes mentales? Et si les visions, les rêves, les transes, avaient été le catalyseur de notre intelligence symbolique? Certains osent une hypothèse vertigineuse. Et si la conscience humaine n'était pas une simple production du cerveau, mais une interface, un récepteur, une antenne, capable de capter autre chose? Chez les animaux, il n'y a ni temple, ni tombe. Chez l'homme, ils apparaissent très tôt, avant même l'agriculture. La spiritualité précède la civilisation. Cela en dit long sur la profondeur de la question. Dès les débuts, l'homme cherche un sens. Il enterre ses morts, parfois avec des objets. Il trace des mains sur les murs. Il sculpte des déesses, des totems, des esprits. Pourquoi? Pour dominer la peur? Pour expliquer l'inexplicable? Ou parce qu'il a perçu quelque chose que les autres êtres vivants n'ont pas vu? La question est là. Et si la conscience humaine était aussi la capacité à croire? Beaucoup pensent que c'est le langage qui a tout changé. Pas seulement pour communiquer, mais pour penser. Les mots ont permis à l'homme de nommer les choses, donc de les isoler, les comprendre, les manipuler. Un enfant humain sans langage n'atteint jamais son plein potentiel cognitif. Un chimpanzé, même entraîné, ne peut structurer des phrases comme nous. Il y a là un seuil, une frontière invisible. Et elle est peut-être liée à un gène mystérieux, FOXP2. Ce gène, apparu chez Homo sapiens, aurait été modifié soudainement dans notre lignée. Pas chez Néandertal, pas chez les singes. Une mutation unique, un saut. Et ce saut a fait de nous des êtres parlants, donc pensants. Mais cette lumière a un revers. Avec la conscience vient la conscience de la fin, la mort. Les animaux fuient la douleur. L'homme, lui, prévient sa propre disparition. Il imagine l'au-delà. Il crée des rituels. Il cherche à survivre par la mémoire, l'œuvre, la croyance. La conscience nous a donné le feu sacré, mais elle nous a aussi offert l'angoisse existentielle. Et peut-être que c'est pour cela que nous avons avancé si vite. Par peur, par besoin de sens, par fuite en avant. Et là, la question revient. Pourquoi eux non? Pourquoi les chimpanzés, nos cousins si proches, n'ont-ils pas franchi ce cap? Pourquoi n'ont-ils pas inventé les mythes, la musique, les outils complexes? La réponse n'est pas simple. Certains avancent que leur environnement ne l'exigeait pas. D'autres pensent que leur structure sociale ne le permettait pas. Mais il se pourrait aussi que la mutation ne soit jamais survenue chez eux, et que cette mutation, ce saut de conscience, ait été un accident isolé,
un miracle génétique, ou quelque chose de plus mystérieux. La conscience nous a permis de conceptualiser le temps, d'imaginer des systèmes, religion, politique, économie, de prévoir, d'innover, de transmettre. Elle est notre arme, notre moteur, et peut-être notre malédiction. Car avec elle sont venues la guerre, l'oppression, la pollution, la destruction du vivant. Le singe, lui, vit dans l'instant. L'homme, lui, vit dans la projection. Et c'est ce qui nous a propulsés au sommet, tout en mettant le monde en péril. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent d'évolution de la conscience. L'IA change notre rapport au savoir. Les neurosciences découvrent des zones inexploitées du cerveau. Des courants mystiques parlent d'élévation vibratoire de l'humanité. Et si un nouveau saut était en cours? Un Homo spiritus en gestation? Ou au contraire, une régression programmée par notre propre technologie? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, ce n'est pas notre corps, mais notre conscience, qui nous distingue du singe. Le récit classique de l'évolution humaine est simple. Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Une jolie frise, bien droite, bien propre, comme une échelle vers la perfection. Mais ce schéma est faux, archi faux. La réalité est beaucoup plus chaotique et surtout incomplète. Il manque des fossiles, des transitions, des réponses. Et certains maillons ne sont toujours pas expliqués. Pourquoi? Parce que certaines découvertes dérangent. De nombreux archéologues ont trouvé des restes humains ou humanoïdes qui ne devraient pas exister. Quelques exemples? Le crâne de Boskop, Afrique du Sud. Crâne découvert au début du XXe siècle. Capacité crânienne estimée à 1900 cm3, soit bien plus que nous, aujourd'hui. Très humain, mais disproportionné. Les scientifiques l'ont classé, puis oublié. Trop étrange. Les empreintes de l'Étoli, Tanzanie, datées à environ 3,6 millions d'années. Mais ce sont des empreintes de pieds humains, parfaitement formés. Problème. À cette époque, l'homme n'existait pas encore, selon la science actuelle. Solution de la science? Ce doit être un singe qui marchait bizarrement. Mais aucun singe connu n'a ces empreintes. Les outils impossibles. En Afrique, en Inde, en Russie, on a trouvé des outils taillés, vieux de plus de 2 millions d'années. Trop vieux pour Homo sapiens. Mais trop complexes pour Homo habilis, censé être encore primitif. Ces découvertes sont souvent classées comme anomalies, inclassables ou faux. Et elles disparaissent des livres d'histoire. Certains scientifiques, en refusant de suivre le récit dominant, ont été écartés, discrédités, voire interdits. Tu veux des noms? Michael Cremo. Auteur de Forbidden Archaeology, un livre qui recense des centaines de découvertes interdites. Résultat? Accusé de pseudosciences. Jamais invité dans les médias scientifiques classiques. Virginia Steen McIntyre, géologue américaine, a découvert des outils humains au Mexique, datés à 250 000 ans. Elle publie. Et là, tout s'effondre. Sa carrière, ses financements, sa crédibilité. Pourquoi? Parce que ça ne colle pas avec le récit officiel. Et ce ne sont que 2 exemples parmi des dizaines. Depuis plus d'un siècle, les paléoanthropologues cherchent le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Mais ce chaînon n'a jamais été trouvé. Chaque fossile découvert est soit trop ancien pour expliquer Homo sapiens, soit trop moderne pour être un ancêtre direct. Et quand un fossile semble parfait, il est souvent trop isolé, trop rare ou mal daté. Alors, certains commencent à poser la question autrement. Et si l'homme moderne n'était pas le fruit d'une simple évolution linéaire? Et si une autre origine, plus complexe, voire volontaire, expliquait son apparition? Voici une idée qui dérange la science, mais qui fascine les chercheurs indépendants. Et si Homo sapiens avait été modifié, accéléré, ou même créé par une intelligence venue d'ailleurs? Cette hypothèse, qu'on appelle parfois théorie des anciens astronautes, repose sur plusieurs éléments. L'apparition soudaine de la conscience symbolique, l'explosion technologique et artistique,
il y a 70 000 ans. Les récits anciens, mythes sumériens, égyptiens, dogons, qui parlent de dieux venus du ciel. Des représentations anciennes d'êtres non humains dans des fresques vieilles de 15 000 ans ou plus. Même si cette idée semble folle, elle explique des choses que la science ne peut pas expliquer autrement. Et elle fait écho à un autre mystère. L'évolution de l'homme est souvent présentée comme lente. Feu, pierre, bronze, fer, etc. Mais si certaines civilisations très avancées avaient existé et avaient été effacées de l'histoire, on parle ici de l'Atlantide. Platon en parle comme d'un fait réel. Göbekli Tepe, Turquie. Un temple de pierre, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Les cités englouties au large de l'Inde. Les alignements de pierres de Napta Playa, Égypte, plus vieux que Stonehenge. Ces sites remettent en question la chronologie de l'évolution culturelle de l'homme. Et ils laissent entendre une chose troublante. L'homme moderne a peut-être oublié son passé. Ou pire, on le lui a fait oublier. Dans plusieurs mythes anciens, on trouve des récits d'êtres venus du ciel, qui enseignent à l'homme. L'agriculture, l'astronomie, l'écriture, la médecine, les lois morales. Les Sumériens parlent des Anunnaki. Les Dogons du Mali connaissent Sirius B, une étoile invisible à l'œil nu, dont ils décrivent l'orbite, depuis des siècles. Comment est-ce possible sans instruments modernes? Des coïncidences ou des souvenirs déformés d'un contact ancien? Si toutes ces découvertes sont vraies, pourquoi ne pas les enseigner? Pourquoi les cacher? Voici quelques raisons. Protéger le dogme scientifique. Reconnaître des erreurs fragiliserait des siècles de certitude. Éviter la panique. Si l'origine de l'homme est plus mystérieuse qu'enseignée, cela ébranlerait les fondements de la société. Contrôler le récit. Celui qui maîtrise l'histoire maîtrise le présent. L'histoire de l'homme n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe, fait de détours, de mystères, d'oublis, et parfois de mensonges. Mais si tu regardes bien, si tu fouilles les ruines, les étoiles, les mythes, tu comprendras que nous sommes bien plus anciens, plus complexes et plus mystérieux que ce que l'on t'a dit. Et peut-être, un jour, oserons-nous regarder notre origine en face. Regarde-toi dans un miroir. Regarde tes mains, tes pouces opposables, ta posture, ton visage, sans poils mais expressif, ton système digestif, ta colonne vertébrale. Tout, dans ton anatomie, crie la parenté avec les singes. Et ce n'est pas une simple coïncidence. On partage plus de 98% de notre ADN avec le chimpanzé. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que ce petit 2% change tout. Alors la vraie question n'est pas ce que nous avons en commun, mais ce que nous avons renié. Notre cerveau n'est pas une machine neuve. Il est le résultat d'une accumulation, comme les strates d'un vieux temple. Le cerveau reptilien, instinct de survie. C'est la partie la plus ancienne. Elle gère la peur, la faim, l'agression, le territoire, la reproduction. C'est lui qui hurle quand tu es en danger. C'est l'animal pur, le cerveau limbique, émotion, attachement, apparu chez les mammifères. Il permet l'amour, l'attachement, la mémoire émotionnelle, les hiérarchies sociales. C'est le cerveau du singe. Le néocortex, raison, logique, créativité. Propre à l'humain. C'est ici que naissent le langage, la pensée abstraite, la planification, l'éthique. Mais ce cerveau, si brillant, est assis sur les deux autres. Et parfois, ce sont les anciens cerveaux qui prennent le dessus. Tu crois que nous avons quitté la jungle? Regarde bien. Les chefs de tribus sont devenus présidents ou milliardaires. Les hiérarchies sont toujours là. Famille, entreprise, nation. Les rituels de dominance sont omniprésents. Mode, luxe, pouvoir, réseaux sociaux. La guerre, la peur, le sexe, la possession, toujours au cœur de nos sociétés. Nous avons habillé nos instincts avec des costumes modernes. Mais sous le vernis, le singe rugit encore. L'homme moderne a remplacé le bâton par un smartphone, mais dans la jungle des bureaux, les lois animales restent les mêmes.
On aime se croire civilisé, mais regarde ce que l'homme fait lorsqu'il n'est plus surveillé. Génocide, torture, violence domestique, trafic d'enfants, guerre motivée par des idées abstraites. Les chimpanzés sont territoriaux, parfois violents, mais ils ne construisent pas des systèmes d'extermination. Ils ne lancent pas des bombes sur des villes entières. Nous avons la capacité d'aimer, mais aussi de haïr avec méthode. Et cela, c'est la fusion du singe et du cerveau rationnel. Regarde notre obsession moderne pour la beauté, la jeunesse, la puissance sexuelle, la compétition amoureuse. Ce ne sont pas de simples préférences culturelles. Ce sont des stratégies de reproduction héritées de nos ancêtres. Les singes utilisent les cris, les postures, les démonstrations de force. Nous utilisons les réseaux, le maquillage, la mode, les voitures de luxe. Mais le but est le même. Attirer, séduire, dominer. As-tu déjà remarqué que parfois on se comprend sans parler? C'est l'instinct. Les postures, les gestes, les regards. Tout cela vient du règne animal. Par exemple, montrer les dents. Menace ou soumission, selon le contexte. Croiser les bras. Protection. Se redresser. Affirmation de dominance. Regarder dans les yeux. Défi ou connexion. Tu peux vivre en ville, porter un costume, parler 3 langues, mais ton corps, lui, parle la langue du singe. Joie, colère, peur, tristesse, surprise, dégoût. Ces 6 émotions de base sont identiques chez tous les humains, et même chez certains animaux. Des expériences ont montré que les chimpanzés, les bonobos, les chiens, les éléphants reconnaissent et partagent nos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions précèdent le langage. Elles sont le langage de la survie, et elles sont plus anciennes que l'humanité. Nous avons tous des comportements étranges, ancrés dans notre biologie. La peur des serpents, l'attraction pour les visages, le besoin de liens sociaux, le rejet de l'exclusion. Ce sont des réflexes anciens, transmis par millions d'années d'évolution. Ce n'est pas la société qui les a créés, c'est la jungle. Et malgré notre modernité, elle vit encore en nous. C'est là que la question devient vertigineuse. Avons-nous vraiment transcendé notre nature animale? Ou avons-nous simplement appris à la camoufler? Peut-être que l'homme n'est pas au-dessus du singe, mais plutôt un singe devenu dangereux, parce qu'il s'est cru supérieur. Et si la vraie sagesse était de reconnaître cette part animale, non pour la rejeter, mais pour la comprendre, la dompter, la réintégrer. Avec l'intelligence artificielle, les implants cérébraux, la modification génétique, l'homme s'apprête à modifier son propre code. Mais à vouloir devenir plus qu'humain, ne risque-t-on pas de devenir moins vivant? Et si, en reniant le singe en nous, nous perdions aussi ce qui fait notre force profonde, l'émotion, l'empathie, le lien? Épilogue. Et si nous étions le singe qui rêve? Le singe grimpe, saute, se bat. L'homme imagine. Mais parfois, il rêve de voler, de créer, de comprendre. Et dans ce rêve, il y a peut-être le pont entre les deux mondes. Le pont entre l'instinct et la transcendance. Entre la bête et le poète. Entre le chaos de la jungle et la symphonie de l'esprit. Alors, sommes-nous si différents? Ou sommes-nous juste des singes qui ont appris à rêver? Le mystère final. Et si l'homme ne venait pas d'ici? Une dernière plongée dans les théories cosmiques, les mythes anciens, les manipulations génétiques possibles et les messages cachés dans notre ADN. Et une question ultime. L'homme est-il vraiment né sur Terre? Quand on observe les autres animaux sur Terre, tout semble logique. Le lion a sa savane, le dauphin a son océan, l'aigle a son ciel, le singe a sa forêt. Mais l'homme, il n'a pas d'environnement naturel. Il s'adapte, il transforme, il colonise. Il n'a pas de fourrure pour le froid. Pas de griffes, pas de crocs, pas de venin, pas de camouflage. Et pourtant, il domine tout. L'homme semble déplacé. Même les scientifiques le reconnaissent. Notre physiologie n'est pas parfaitement adaptée à la Terre. Quelques exemples troublants.
Notre peau brûle facilement au soleil. Nos bébés naissent extrêmement vulnérables, comparés aux autres mammifères. Nos dos souffrent chroniquement de la posture debout. Nous avons besoin de vêtements, de feu, de technologie, pour survivre. Cela fait dire à certains que l'homme n'est peut-être pas un produit 100% terrestre. Prenons un instant pour regarder les mythes fondateurs des anciennes civilisations. Tu vas remarquer quelque chose de fascinant. Presque toutes les civilisations anciennes, séparées par des océans, des siècles, et sans contact connu, racontent la même chose. Des êtres venus du ciel ont créé l'homme. Ils lui ont donné le feu, l'agriculture, les lois, l'écriture. Ils sont repartis, mais promettent de revenir. Exemple, les Anunnaki en Mésopotamie, les Néphilim dans la Bible, les Viracocha chez les Incas, les Nomos chez les Dogons, les dieux célestes des anciens Égyptiens, les Kachina chez les Hopis, Amérique du Nord. Comment expliquer ces récits, tous similaires, sans contact entre ces peuples? Certains chercheurs pensent que ce sont des archétypes, des métaphores. D'autres pensent qu'ils sont des souvenirs déformés d'un contact réel. Et si ce n'étaient pas des dieux, mais des êtres d'un autre monde? Notre ADN est un code génétique long de 3,2 milliards de lettres. Et dans ce code, se cachent des zones inexpliquées, que les scientifiques appellent ADN poubelle, junk DNA. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quoi elles servent. Mais certaines de ces zones sont extrêmement organisées, présentent des motifs mathématiques et pourraient en contenir des informations codées. Certains scientifiques, comme le biochimiste russe Piotr Garjajev, ont proposé une idée folle. L'ADN humain serait programmable, comme un langage. Et si l'ADN contenait un message laissé par une intelligence ancienne, une sorte de signature cosmique, comme un code source oublié? Des généticiens ont d'ailleurs remarqué que certaines mutations humaines sont trop nombreuses, trop rapides, et parfois presque artificielles. Dans le règne animal, l'évolution prend des millions d'années. Mais chez l'homme, il y a eu des sauts brutaux. Exemple, il y a 200 000 ans, Homo sapiens apparaît presque d'un coup, et il est très différent de ses cousins. Langage articulé, conscience symbolique, coopération sociale. Les chercheurs Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, et Chandra Wickramasinghe ont proposé une hypothèse troublante. Et si la vie sur Terre, ou du moins l'ADN humain, avait été ensemencé volontairement depuis l'espace? On appelle cela la panspermie dirigée. Crick n'était pas un rêveur. Il était prix Nobel. Et pourtant, il a osé dire que l'apparition de la vie complexe sur Terre semble tellement improbable qu'elle pourrait être le fruit d'un acte volontaire. Tu as peut-être entendu parler des crânes de Paracas, découverts au Pérou. Ces crânes ont une forme allongée et un volume supérieur à celui d'un crâne humain normal. Certains disent qu'ils sont simplement déformés artificiellement, pratique connue chez certains peuples. Mais d'autres crânes, encore plus anciens, présentent une forme non reproductible par déformation, une densité osseuse différente, et même, dans certains cas, un ADN mitochondrial inconnu. Coïncidence? Ou trace d'une autre lignée humaine, hybride, ou exogène? Imagine un instant. Il y a des milliards d'années, une civilisation avancée voyage dans l'espace. Elle découvre la Terre. Une planète riche, pleine de vie, mais sans conscience. Elle décide d'accélérer l'évolution, de semer une graine, de créer un être capable de penser, de sentir, de créer. Peut-être pour observer, peut-être par curiosité, peut-être comme une expérience. Ce ne serait pas de la science-fiction. Ce serait notre histoire oubliée. Si une telle origine était prouvée, les religions s'effondreraient. Les systèmes politiques perdraient leur légitimité. L'idée même de l'humain au sommet de la création volerait en éclats. Et surtout, nous devrions repenser notre place dans l'univers. C'est pourquoi certains pensent que les élites, les gouvernements, les institutions scientifiques préfèrent garder le silence. Et pourtant, de plus en plus de lanceurs d'alerte parlent. Des militaires, des anciens de la NASA, des agents du Pentagone. Tous disent la même chose. Nous ne sommes pas seuls, et nous ne l'avons jamais été.
Dans tous les textes anciens, il est écrit « Ils reviendront ». Et si ces dieux étaient en réalité nos créateurs, des voyageurs cosmiques, ou même nos lointains descendants, les Mayas, les Sumériens, les Dogons, les Hopis, tous attendent le retour d'un être céleste, porteur de vérité ou de jugement. Peut-être ne font-ils qu'attendre leur prochain rendez-vous génétique. Finalement, cette grande question. Si l'homme vient du singe, pourquoi les singes existent-ils encore, n'est qu'un tremplin vers une question bien plus profonde. Et si l'homme n'était pas d'ici? Et si ce mystère biologique, cette parenté incomplète, cette conscience soudaine, cette mémoire oubliée, étaient les pièces d'un puzzle cosmique? Et si l'homme était une expérience stellaire? Et si sa mémoire était en sommeil? Et si chaque regard vers les étoiles était un souvenir enfoui qui cherche à refaire surface? Tu n'es peut-être pas juste un mammifère qui a évolué. Tu es peut-être une étincelle d'ailleurs, venue explorer la matière, la mémoire, le mystère. Alors la prochaine fois que tu lèveras les yeux vers le ciel, souviens-toi que tu es peut-être en train de regarder ta maison. Et voilà. Nous arrivons au terme d'un voyage hors du commun. Un périple entre science et mystère, entre ADN et étoiles, entre le singe et l'infini. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps, l'attention et la curiosité d'aller jusqu'au bout de cette exploration. Si tu es encore là, c'est que toi aussi, tu fais partie de ces esprits rares qui aiment creuser, comprendre, remettre en question. Et rien que pour ça, bravo. Tu es exactement là où tu dois être. Ici, sur Mystère et Savoir, on ne donne pas de vérité toute faite. On ouvre des portes, on pose les bonnes questions. On explore ce que d'autres préfèrent ignorer. Alors que tu sois un passionné de science, un amoureux des civilisations anciennes, ou simplement un chercheur de vérité, sache que tu es le bienvenu parmi nous. Merci de nous avoir accompagnés à travers ce récit fascinant. Merci pour ta fidélité, ta curiosité, ton ouverture d'esprit. Si tu as aimé cette vidéo, offre-lui un like. Abonne-toi pour ne rater aucun des prochains grands récits. Active la cloche pour rester connecté au mystère. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'adorerais lire ton avis, ton ressenti, tes propres théories. Car ici, ce n'est pas juste une chaîne. C'est une communauté de chercheurs, de rêveurs, de penseurs. Et l'aventure ne fait que commencer. À très bientôt pour un nouveau voyage. D'ici là, garde l'esprit ouvert, la curiosité vive, et souviens-toi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé la vérité qu'elle n'existe pas. Merci, et à très bientôt sur Mystère et Savoir.